Bonjour. Dans les vidéos précédentes, nous avons parlé d'abstention électorale. Nous avons vu comment la mesurer et comment l'expliquer. Comment expliquer notamment qu'elle soit plus ou moins forte selon les élections et selon les groupes sociaux. Nous avons vu que l'abstention électorale pouvait à la fois refléter un rejet de l'offre politique lors d'une élection et être donc finalement un signe d'expression d'une opinion politique, une forme de participation politique en quelque sorte, et en même temps être plus généralement un signe d'une déconnexion avec le monde politique et d'un manque d'intégration sociale. Dans les vidéos qui suivent, à commencer par celle-ci, nous allons nous intéresser à la question du vote et de l'orientation du vote. Pourquoi vote-t-on pour tel ou tel parti, tel ou tel candidat ou candidate ? Et dans une perspective sociologique, nous allons notamment nous intéresser au lien entre les caractéristiques sociales des individus et leur choix de vote, leur choix de parti, de candidat ou de candidate. Allez, c'est parti! Avant toute chose, il faut savoir comment présenter les données correctement. Dans la première partie, on a vu comment présenter correctement un taux de participation ou un taux d'abstention électorale. Maintenant, il s'agit de s'intéresser aux résultats d'une élection. Par exemple, quand on voit pour le second tour de l'élection présidentielle de 2017 Emmanuel Macron 66,10%, il faut se demander à quoi font référence ces 66,10%. On pourrait être tenté de dire que parmi l'ensemble des électeurs et des électrices, 66,10% ont voté pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle. Cependant, ce n'est pas vrai. Ce serait en réalité approximatif, notamment parce que parmi l'ensemble des électeurs et des électrices, vous avez des personnes qui se sont abstenues, qui donc n'ont pas allé voter, n'ont pas pu voter pour Emmanuel Macron. Dans ce cas, vous allez me dire, ok, je corrige, parmi l'ensemble des électeurs et des électrices qui ont voté lors du second tour de l'élection présidentielle de 2017, 66,10% ont voté pour Emmanuel Macron. C'est mieux, mais ce n'est pas tout à fait ça. Parce que parmi les personnes qui ont voté, vous avez des personnes qui ont voté nul, donc un bulletin qui n'est pas reconnu comme valide, ou qui ont voté blanc. Or, ces votes ne sont pas comptés dans ce qu'on appelle les suffrages exprimés pour un candidat ou une candidate. Et c'est à ces suffrages exprimés que se rapportent les résultats des élections. Ce qu'il faut dire donc correctement, c'est lors du second tour de l'élection présidentielle de 2017, parmi l'ensemble des suffrages exprimés, 66,10% ont soutenu Emmanuel Macron, où Emmanuel Macron a obtenu 66,10% des suffrages exprimés lors du second tour de l'élection présidentielle de 2017. Le fait justement qu'on mette de côté les votes nuls et les votes blancs, même s'ils sont aujourd'hui comptés à part pour que les chiffres ne soient pas mélangés et avoir une meilleure reconnaissance du vote blanc, même si cela reste très symbolique et très superficiel. Cela explique pourquoi, lorsque vous obtenez notamment lors d'une élection, lors du second tour d'une élection, quand vous additionnez les résultats des deux candidats ou candidates, vous obtenez 100%. Par exemple, 66,10% pour Emmanuel Macron, 33,90% pour Marine Le Pen. On fait la somme, ça fait 100%. Or, si on avait compté l'ensemble des votes, on aurait dû avoir en réalité un chiffre qui est légèrement inférieur à 100% puisque on a des votes blancs et des votes nuls. Quand on s'intéresse ensuite à la répartition de ces suffrages exprimés, par exemple lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2017, on remarque que certains groupes sociaux ont tendance, plus que le reste de la population, à voter pour tel candidat ou telle candidate. Par exemple, alors que 19,2% des suffrages exprimés lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2017 soutenaient Jean-Luc Mélenchon, parmi les 18-24 ans, Jean-Luc Mélenchon a obtenu environ 30% des suffrages exprimés. Donc on est quand même sur un chiffre qui est 1,5 fois plus important à peu près, avec un écart de 10 points de pourcentage entre les deux chiffres, ce qui montre une orientation préférentielle des jeunes vers un vote d'extrême gauche. A l'inverse, parmi les 70 ans et plus,
François Fillon a obtenu 45% des suffrages exprimés, alors que parmi l'ensemble de la population, en tout cas l'ensemble des suffrages exprimés, François Fillon a obtenu seulement 19,7% des suffrages exprimés. Donc on voit bien que parmi les 70 ans et plus, François Fillon a plus que doublé son score. Et il a obtenu même un meilleur score quand on s'intéresse aux personnes catholiques pratiquant régulièrement leur religion, puisque parmi cette catégorie de la population, François Fillon a obtenu 51% des voix. Alors, évidemment, il peut y avoir un lien entre les deux, parce que les personnes qui ont 70 ans et plus ont plus de chances que le reste de la population d'être catholiques pratiquant régulièrement, et surtout, les personnes qui pratiquent régulièrement la religion catholique ont plus de chances d'être plus âgées que le reste de la population, que la population en moyenne. Pour expliquer ce lien entre caractéristiques sociales et vote, on va voir comment notre environnement social peut nous influencer. Dans cette perspective, une notion importante qu'il convient de définir, c'est celle de variable lourde du comportement électoral. Donc voici la définition que je vous propose. Les variables lourdes du comportement électoral sont les caractéristiques sociales des individus qui influencent leur vote de façon régulière. Je répète, les variables lourdes du comportement électoral sont les caractéristiques sociales des individus qui influencent leur vote de façon régulière. Une chose à laquelle il faut bien faire attention dans cette définition, c'est la partie « influence leur vote de façon régulière ». C'est la régularité de cette influence qui permet de parler de variables lourdes, car justement on cherche vraiment à expliquer pourquoi les mêmes groupes sociaux ont tendance à voter soit par exemple plutôt à gauche, soit plutôt à droite. Il ne s'agit donc pas de s'intéresser juste à une élection de façon isolée, ce qui pourrait d'ailleurs refléter des stratégies électorales, des campagnes électorales plutôt orientées sur telle ou telle partie de la population avec du coup plus ou moins de succès, mais vraiment d'expliquer pourquoi d'élection en élection, en dehors du coup de contextes différents, on voit que les mêmes groupes sociaux ont tendance à voter plus que le reste de la population pour telle parti, tel camp politique. Et à l'inverse, justement, de s'intéresser aux variations et de remarquer que lors d'une élection, ce groupe social qui votait par exemple plutôt à gauche a voté moins pour le candidat de gauche gouvernementale et se demander pourquoi dans le cadre du contexte particulier. Mais en tout cas, quand on parle de variables lourdes, on s'intéresse vraiment à la régularité du comportement électoral. En l'occurrence, parmi ces variables lourdes du comportement électoral, on trouve généralement la catégorie socio-professionnelle, l'âge, le patrimoine, la religion. Par contre, le revenu n'est généralement pas considéré comme une variable lourde du comportement électoral. Si on s'intéresse à une variable lourde du comportement électoral en particulier, la catégorie socio-professionnelle. Justement, quand on va désigner ce lien entre catégorie socio-professionnelle et vote et orientation politique, on va avoir tendance à utiliser l'expression de vote de classe, pour désigner notamment que les classes populaires ont plutôt tendance à voter à gauche, traditionnellement, et que les classes supérieures, les plus fortunées, notamment donc en termes de patrimoine, ont plutôt tendance à voter à droite. Alors, ça, c'est ce qu'on observe traditionnellement. Ça mérite d'être nuancé dans le contexte actuel, mais on y reviendra un peu plus tard. Cependant, quand on parle de variables lourdes du comportement électoral, même particulièrement de vote de classe, tout ce qu'on fait, c'est de répéter qu'il y a un lien entre caractéristiques sociales et vote et orientation politique. Mais on n'avance pas plus dans notre volonté d'expliquer d'où vient ce lien et de savoir comment est-ce que concrètement notre environnement social nous influence dans notre vote. En l'occurrence, il existe plusieurs théories. On va commencer par la théorie de l'école de Columbia, notamment représentée par le sociologue et politiste américain Paul Lazarsfeld. Dans ses recherches à la fin des années 40 et lors des années 50 aux États-Unis, Paul Lazarsfeld voulait au départ voir si les médias et les campagnes électorales pouvaient influencer le choix des électeurs et des électrices. Il observe que, de façon générale, ce n'est pas le cas.
Ce qui va compter beaucoup plus pour lui, c'est les interactions avec l'entourage, et notamment certaines personnes dans notre entourage qui vont jouer un rôle clé de, en quelque sorte, leader d'opinion ou de relais d'opinion, des personnes qui vont avoir peut-être plus de légitimité pour exprimer leur opinion politique et à qui on va faire attention. En gros, ce qu'il montre, c'est qu'on va faire moins attention aux messages relayés par les médias et plus attention à la façon dont ces messages médiatiques sont interprétés et sont reçus par notre entourage et notamment par certaines personnes dans notre entourage. Quand on avait parlé de l'abstention électorale, on avait dit que déjà ces interactions avec notre entourage pouvaient influencer notre probabilité d'aller voter ou non, et que justement si on avait des liens sociaux, si on était en couple, si on avait des enfants, cela pouvait nous pousser parce que les autres personnes vont aller voter, parce qu'on cherche à apparaître comme exemplaire et conforme par rapport aux normes de la société, cela pouvait nous pousser à aller voter, sauf si on se retrouve dans un entourage avec des personnes qui ont tendance à ne pas voter et à considérer que de toute façon la vie politique est déconnectée des préoccupations concrètes des citoyennes et des citoyens. Et dans ce cas, notre entourage va plutôt nous influencer, nous pousser à nous abstenir. On peut avoir le même type de raisonnement au niveau de l'orientation du vote. Non seulement notre entourage va nous pousser à aller voter ou pas, mais il peut aussi nous pousser à voter pour tel candidat ou telle candidate, tel parti. Par exemple, si vous êtes en couple avec quelqu'un qui est plutôt de gauche, vous allez avoir tendance vous-même de toute façon à être de gauche parce que sûrement que l'orientation politique va avoir joué un rôle dans le choix du conjoint ou de la conjointe, mais surtout lors des discussions que vous allez avoir avec du coup votre conjointe ou votre conjoint à propos des élections, vous allez avoir tendance, pas de façon consciente évidemment, il ne s'agit pas de dire tu vas voter comme je te le dis, mais simplement de façon inconsciente à vous rendre conforme et à vous accorder avec ce que dit votre conjoint ou votre conjointe et à voter pour la même personne. Et en tout cas, clairement, pour le même camp politique. Et ce type de raisonnement se retrouve avec d'autres personnes dans votre entourage. Plus le lien est fort, évidemment, plus l'influence de cette personne va être forte. Par exemple, vous allez accorder plus d'attention à l'opinion de votre conjoint ou de votre conjointe qu'à celle d'un collègue que vous croisez de temps en temps. En gros, dans cette perspective, le vote de classe, le fait que, par exemple, les ouvriers ont tendance à plutôt voter à gauche, traditionnellement en tout cas, s'explique par le fait que dans les milieux ouvriers, vous avez donc déjà des personnes qui votent à gauche qui vont influencer les personnes qui ne sont pas encore certaines de leur choix et qui ont une orientation politique un peu plus incertaine, un peu plus floue. Et vous allez aussi avoir des syndicats qui vont du coup relayer le message des partis de gauche et sans les soutenir officiellement, vont clairement plutôt aller dans ce sens-là. Autre théorie pour expliquer le lien entre caractéristiques sociales et vote, celle avancée un peu plus tard par l'école de Michigan, qui elle, plus que les interactions sociales avec notre entourage, va mettre en avant le rôle de la socialisation politique. Notamment la socialisation politique primaire, c'est-à-dire celle qui se déroule pendant notre enfance et pendant une partie de notre adolescence, et ce que ces sociologues et politistes appellent l'identification partisane. Alors on va déjà commencer par définir ce que c'est l'identification partisane. L'identification partisane désigne le fait de s'identifier à et de soutenir un parti ou un camp politique. Je répète, l'identification partisane désigne le fait de s'identifier à et de soutenir un parti ou un camp politique. En l'occurrence, lorsqu'on parle d'identification partisane, puisqu'on parle de s'identifier à un parti ou à un camp politique, aux États-Unis, dans un système bipartisan avec seulement 2 grands partis, c'est plutôt un parti politique. Dans d'autres régimes politiques, avec plus de partis politiques, on va plutôt s'intéresser à la question du camp politique. Est-ce que vous vous identifiez plutôt de gauche ou de droite? Et ce lien avec un parti en particulier sera plus faible. Mais en l'occurrence, donc, pour revenir à ce que je voulais dire, quand on parle d'identification partisane, quand on parle de s'identifier du coup à un camp politique,
il ne s'agit pas simplement de soutenir lors d'une élection de façon ponctuelle tel ou tel parti, tel ou tel candidat ou candidate, mais vraiment, puisque vous vous identifiez à ce parti, à ce camp politique, de le soutenir régulièrement, d'élection en élection. En gros, ce que dit l'école de Michigan, c'est que les électeurs et les électrices vont très tôt, vont rapidement pouvoir s'identifier à un camp politique, pouvoir se dire soit plutôt de gauche, soit plutôt de droite, et que même s'il y aura peut-être des petites variations dans cette identification partisane, dans cette identification et cette socialisation politique, globalement, cette identification, cette orientation politique va rester stable. Et que c'est justement du fait d'avoir grandi du coup dans un milieu qui était plutôt à gauche ou plutôt à droite, que cela a influencé notre propre orientation politique à travers le mécanisme de socialisation politique. Et cela explique que plus tard, on continue à voter soit plutôt de gauche, soit plutôt de droite. De fait, quand on essaye de comparer l'orientation politique des électeurs et des électrices avec celle de leurs parents, on remarque qu'environ les 3/4, 72% des personnes disent avoir la même orientation politique que leurs parents. Que ce soit donc plutôt avoir des parents qui sont à gauche de façon générale et on est soi-même de gauche, ou des parents qui sont à droite et on est soi-même de droite. Évidemment, il peut y avoir des variations à l'intérieur d'un même camp politique. Par exemple, on peut avoir plutôt des parents de centre-gauche et être soi-même plutôt à l'extrême gauche, mais on reste dans le même camp politique. Ce qui est particulièrement intéressant avec la notion d'identification partisane et de socialisation politique, c'est qu'on peut retrouver des choses qu'on a déjà dit dans le chapitre sur la socialisation de façon générale. Par exemple, on a dit que la socialisation primaire était la plus importante, car c'était lors de notre enfance que notre personnalité et donc notre orientation politique était encore incertaine, assez floue, assez instable, et qu'on était du coup le plus influençable par notre environnement social. Et qu'une fois qu'on passe dans la socialisation politique secondaire, une fois que notre personnalité, notre orientation politique est plus ferme, plus stable, justement, ça va être plus difficile de changer. Et qu'en fait, il va y avoir un rôle de filtre par rapport à l'influence de notre entourage et des médias, par exemple. En gros, quand on s'identifie plutôt à gauche, on va déjà avoir tendance à s'exposer à des médias plutôt considérés comme à gauche et à éviter des médias qui sont plutôt classés comme à droite. Et même ensuite, au sein de ces médias, dans les messages et les informations qu'on va recevoir, on va plutôt avoir tendance à interpréter les choses dans un sens qui est conforme à notre orientation politique. Par exemple, si c'est un gouvernement de droite qui est au pouvoir, alors que nous, on s'identifie plutôt à gauche, on va plutôt tendance à interpréter les différentes informations politiques dans un sens critique et surtout ensuite à ne retenir que les informations qui vont dans le même sens que notre orientation politique. En gros, on va un petit peu oublier, mettre de côté les informations qui contredisent, qui remettent en cause notre personnalité, notre orientation politique, qui par exemple, dans ce cas-là, vont aller dans le sens du gouvernement, et retenir les choses qui vont renforcer notre personnalité, en l'occurrence les critiques des actions et des décisions du gouvernement. Cependant, cette influence de l'environnement social, ce lien entre caractéristiques sociales et vote, semble décliner, semble être plus faible, notamment depuis les années 1970-1980. Par exemple, quand on étudie l'évolution de l'identification partisane, on voit clairement une augmentation au moins entre 1995 et 2017 de la part de personnes qui ne se considèrent ni à gauche ni à droite. Et cela se reflète dans le vote puisqu'on voit une augmentation de la part des suffrages exprimés obtenus par les partis qui ne sont pas clairement classés à gauche ou à droite, par exemple les partis de centre ou d'extrême droite. Ce lien plus faible entre caractéristiques sociales et vote peut s'expliquer de différentes façons. Une première hypothèse, ce serait de dire que les électeurs et les électrices sont plus individualistes, sont plus peut-être rationnels, plus volatiles, plus flexibles entre différents partis, différents candidats et candidates.
voire même entre différents camps politiques, et que par conséquent, ils vont moins être influencés par leur socialisation politique, par leur entourage social, mais plus par les propositions qui sont faites concrètement par les candidats et les candidates et par le contexte politique lors d'une élection. Et que quand le contexte change, quand les propositions changent, du coup, on peut changer aussi d'orientation politique et changer de vote. Cette hypothèse, on va la développer dans la vidéo suivante. Mais je voudrais avant ça s'intéresser à une autre hypothèse, qui est plutôt de dire que les caractéristiques sociales n'ont pas cessé d'influencer le vote, mais que les entités se sont complexifiées. Vous allez avoir en réalité plus de caractéristiques sociales qui vont jouer, qui vont entrer en compte, et qu'il est difficile par conséquent de savoir parmi toutes ces caractéristiques sociales laquelle va être décisive pour influencer, pour expliquer le choix final de vote. Et que peut-être justement le contexte politique peut différemment activer plus ou moins fortement certaines identités, certaines caractéristiques, certaines dispositions à voter pour tel parti ou tel parti. Une dernière hypothèse que j'aimerais évoquer, c'est celle d'un réalignement politique. En gros, par exemple, de dire que traditionnellement, les milieux populaires et notamment les ouvriers et les ouvrières votaient à gauche, notamment pour le Parti communiste, mais que du fait du contexte politique qui a changé, notamment de la perte de poids du Parti communiste, du fait des syndicats qui ont à la fois joué un rôle moins important, se sont mis à jouer un rôle moins important et ont transmis un message qui était plus divers et aussi du coup moins clairement pour le soutien des partis de gauche, notamment du Parti communiste, tous ces relais qui pouvaient du coup dans l'entourage des individus, donc notamment des ouvriers et des ouvrières, les pousser à voter à gauche pour le Parti communiste, ont disparu et que notamment d'autres relais ont pu prendre la place, par exemple plutôt envers un vote d'extrême droite. De même, les partis de gauche gouvernementale, de centre-gauche, se sont détournés des milieux populaires, pour différentes raisons sur lesquelles j'aurai sûrement l'occasion de revenir, et se sont plutôt concentrés sur une certaine partie des classes moyennes et des classes supérieures, avec plutôt ce qu'on appelle un fort capital culturel, notamment se sont intéressés au rôle des fonctionnaires. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, et je vous souhaite une bonne journée.